Mmh. Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 8. Je suis le lieutenant de police Solange Chocan et j'ai en charge l'enquête sur le meurtre d'Alice Ménestrel. Au départ, tout pouvait sembler simple et limpide. Mais comment résoudre un meurtre qui se répète plusieurs fois? Épisode 4. Votre boisson est en cours de préparation. Votre boisson est prête. Quelle connerie ce truc! S'exclama Fred en récupérant le gobelet dans la machine. Fais gaffe, cette machine adore servir un café bouillant, juste pour le plaisir de nous faire crier de douleur. Le médecin légiste se retourna pour voir qui venait de lui éviter de se retrouver au service grand brûlé de l'hôpital voisin. C'était le lieutenant Socan qui venait de sortir de son bureau avec le major Sumon. « Justement, Reprit Fred. c'est toi que je venais voir. On m'a dit que tu étais occupé. On interroge un suspect dans l'affaire Ménestrel. Le lieutenant glissa une pièce dans la machine à café qui reprit sa litanie habituelle avant de délivrer le précieux nectar. Parfait, c'est à sujet que je voulais te voir. Fred posa son gobelet sur la petite table proche de lui et attrapa sa sacoche qu'il avait posée à ses pieds. Il en sortit un premier dossier qu'il tendit au lieutenant. Tiens, tu liras cela à tête reposée. Socan jongla entre son café et le document. Tu peux me faire un résumé, s'il te plaît? Pas de traces d'alcool ou de stupéfiants, une blessure à la tempe gauche, une morsure à l'épaule qu'elle n'avait pas au premier examen, sans doute un animal dans la forêt. Difficile de déterminer la date de la mort, le cadavre est plus abîmé, mais bon, on va dire 3 ou 4 jours, puisque hier j'ai dit 2 ou 3. Oui, mais tu n'étais pas certain, mais il y avait des choses qui clochaient. C'est vrai, je pensais que l'autopsie plus approfondie nous en apprendrait plus, mais Il haussa les épaules. ce cadavre a été trop malmené. Je vais rester sur mon premier constat. 3 ou 4 jours. Le major s'était à son tour servi un café. Il écoutait ses deux collègues échanger lorsqu'une question lui traversa la tête. Si la mort remonte à 3 ou 4 jours et que Giraud ne nous ment pas, qui a pu l'appeler hier? Devant le regard perplexe de Fred, Solange lui rapporta la teneur de l'interrogatoire qu'il venait d'avoir avec le suspect. Désabusé, le légiste regarda le major. T'es con ou quoi? Il ment ton gars et puis c'est tout. Ou il se trompe? Insista Isaac. Cette conversation devient surréaliste. T'es dans la police depuis hier pour ne pas savoir que les coupables mentent souvent? Simon ne releva pas la réflexion désobligeante. Il but une gorgée de café et resta le regard dans le vide. Cette absence de réaction interpella Solange qui lui demanda ce qui le travaillait. Eh bien, Répondit Isaac. c'est vrai que les coupables mentent souvent. Je le sais parce que je suis dans la police depuis presque 10 ans. Il fit un petit signe à bon entendeur en direction de Fred. Mais justement, là, je ne suis pas certain. Qu'est-ce qui vous fait douter? Insista le lieutenant. La seule chose factuelle que l'on a, c'est que Giraud a transporté le cadavre. Il le sait. Si jamais c'est lui qui l'a volé, pourquoi inventer cette histoire d'Alice qui l'aurait appelé pour venir chez lui? Pourquoi passer pour un salopard et en plus risquer de se faire accuser de meurtre? S'il a juste volé le cadavre, il ferait mieux de nous le dire, c'est moins grave. Socan approuva, puis après une courte réflexion, apporta le contre-champ. D'accord, mais tout cela se tient. S'il nous dit qu'il a juste volé le cadavre, cela va vite poser une autre question. Pourquoi? Et la meilleure réponse, c'est pour faire disparaître les preuves qui pourraient l'accuser. Au retour au point de départ. Isaac avait une profonde admiration pour le lieutenant. On pouvait même se demander s'il n'était pas un peu amoureux. D'ordinaire, il aurait baissé pavillon devant Solange après une démonstration de ce calibre, mais aujourd'hui, il s'est refusé. Justement, lieutenant, je pense qu'il n'a pas volé le cadavre non plus. Alors là, je ne te suis plus.
souffla Fred en se laissant tomber sur un fauteuil de l'espace repos. Et si c'était un coup monté destiné à faire accuser Giraud, il est facile de trafiquer une voix au téléphone. Un coup monté? Par qui? Pourquoi? Par qui? C'est évident. Et si vous savez par qui, vous savez pourquoi. Solange eut un éclair. Elle se mordit les lèvres. Il fallait vérifier. Le temps de contacter le magistrat pour obtenir la garde à vue de Giraud et ainsi un délai de 24 heures pour faire le nécessaire. Il y avait une sonnette sur le portillon qui donnait accès à la propriété. Isaac la remarqua de suite et, sans réfléchir, appuya dessus. Il entendit résonner une petite mélodie dans la maison dont la porte était ouverte. Et immédiatement, 2 molosses sortirent de nulle part et vinrent se jeter contre la barrière en aboyant. Les 2 bergers allemands, à la taille impressionnante, ne semblaient pas décidés à laisser qui que ce soit entrer dans la propriété. Le major Simon sursauta et recula de 2 pas. Solange, qui était restée un peu en arrière, s'amusa de la réaction de son collègue. Ah, voilà un accueil plutôt froid. Fit-elle remarquer. Les 2 chiens hurlaient de plus belle. Oui, ils n'ont aucun respect pour l'uniforme. Tenta de plaisanter Isaac. En même temps, on n'a pas de défaut. Les 2 policiers se regardèrent en souriant. Les monstres ne paraissaient pas sensibles à leur humour. Sam sortit de la maison et, en reconnaissant Solange et Isaac, lança un ordre sec. Persil, Ciboulette, optez. Les 2 chiens se turent immédiatement et allèrent s'asseoir derrière leur maître. Bonjour, monsieur Venestrel. Dit alors Solange. Pouvez-vous nous recevoir un moment? Le bûcheron s'avança jusqu'au portillon. C'est à quel sujet? Des précisions pour l'enquête sur la mort de votre femme. Il me semblait que nous avions fait le tour de la question hier. Solange fit un pas vers le portillon afin de saluer Sam et d'échanger de manière plus confidentielle. Mais immédiatement, Persil et Ciboulette se mirent à grogner. Elle s'immobilisa donc avant de poursuivre. Oui, bien sûr. J'aurais juste besoin de quelques précisions. Sam regarda sa montre et acquiesça. Bien, entrez. Les 2 policiers se regardèrent hésitants, puis jetèrent un coup d'œil inquiet en direction des 2 chiens avant de se tourner suppliant vers Sam. Ce dernier comprit pas de suite leur réaction, mais finit par réaliser que, visiblement, les forces de l'ordre ne se sentaient pas de taille face aux canidés. Persil, Ciboulette, panier. Comme s'ils n'avaient fait qu'un, les 2 bergers allemands se levèrent et disparurent dans la maison. Sam ouvrit le portillon et invita ses visiteurs à entrer. Nous allons nous mettre sur la terrasse. Vous désirez boire quelque chose? Cette journée de février était très fraîche, mais ensoleillée. Ils auraient sans doute eu plus chaud à l'intérieur, mais à l'intérieur, il y avait Persil et Ciboulette. Sam posa 2 canettes de coca devant les policiers qui avaient pris place sur des chaises de camping en plastique plus ou moins confortables. Il s'assit en face d'eux et déboucha une canette de bière dont il but une gorgée. « Alors, demanda-t-il. que puis-je faire pour vous? Sauve-moi Dieu vous informer d'un incident qui s'est produit avec le corps de votre femme. Le lieutenant observa Sam pour déceler la moindre réaction, mais ce dernier resta totalement impassible. Et malgré le léger silence laissé, il ne bougea pas. Le piège n'avait pas fonctionné, et Solange poursuivit. Quelqu'un a volé le corps de Madame Ménestrel. Pendant tout le trajet qui l'avait conduit jusque-là, elle s'était demandé comment elle allait annoncer ce qui s'était passé à Sam. Elle s'en était ouverte à Isaac, qui n'avait pas été en mesure de la conseiller. Elle avait fait plusieurs hypothèses, et dans son esprit tenté plusieurs approches. Finalement, les mots étaient bruts, factuels et sans la moindre précaution sémantique. Pour la première fois depuis le début de l'échange, le visage de Ménestrel exprima un sentiment, la surprise. Je ne suis pas certain de comprendre. Voler? Solange se racla la gorge et raconta ce qui était arrivé en passant sous silence les détails les plus compromettants pour la police. Elle ne parla pas non plus du témoignage de Marc Giraud et n'évoqua le nom du suspect que pour expliquer comment le corps avait été retrouvé. Si, de prime abord, Sam se crispa à l'évocation du nom de l'amant de sa femme, il ne put retenir un certain sourire quand il sut qu'il avait été arrêté. Cela fit tiquer tout aussi bien Simon que Socane. Ils échangèrent un regard entendu et le lieutenant poursuivit dans ce sens. « Vous connaissez Monsieur Giraud ?» Sam ne put retenir un rire agacé. Il appuya ses coudes sur ses genoux pour se rapprocher du lieutenant et fixa la jeune femme avec un regard noir.
Ne me prenez pas pour un imbécile, lieutenant. Vous savez parfaitement ce qu'il en est, et je suis certain que vous savez parfaitement que j'étais au courant. Il se remit au fond de son fauteuil avant de continuer. Je n'en ai plus rien à foutre de tout ça. Alice a fait son choix. Je n'ai plus le temps d'en souffrir. Je dois avancer. Mais enfin, monsieur Ménestrel, monsieur Giraud est soupçonné du meurtre de votre femme, et cela ne suscite aucune réaction chez vous. Demanda Isaac. Non, ce n'est pas mon problème. Solange, qui observait Sam avec attention, remarqua que son corps n'exprimait pas tout à fait les mêmes choses que son discours. Sa jambe tremblait légèrement, il serrait les poings et son regard était fuyant. À plusieurs reprises, il avala sa salive comme s'il cherchait à contrôler une charge d'émotion trop forte. Elle décida de faire monter la pression. Monsieur Ménestrel, puis-je vous demander où vous étiez hier soir? Le bûcheron haussa les épaules. Pourquoi me posez-vous cette question? Oh, simple enquête de routine. Je ne veux pas vous répondre. Cela ne vous regarde pas. Avant même d'avoir terminé sa phrase, il se leva. Je crois que nous avons terminé. Agacé, le major voulut souligner que son attitude le desservait, mais Solange lui posa la main sur le bras pour le faire taire. Pas de souci, monsieur Ménestrel. Je vous remercie pour votre accueil. Elle se leva à son tour et salua son hôte. Dans la voiture, l'ambiance était un peu tendue, et cela se sentait notamment dans la manière de conduire du major. Il accélérait, freinait prudemment et prenait des virages un peu vite. Solange lui en fit la remarque. Simon s'excusa sans aucun autre commentaire. Pourtant, une question tracassait. Pourquoi avait-elle abandonné face à Sam? L'attitude de ce gars puait la culpabilité. Son agressivité prouvait qu'il n'était pas prêt à se défendre. Si elle l'avait laissé continuer, pas de doute, il l'aurait piégé. Au lieu de cela, elle avait rendu les armes de suite. Il ne comprenait pas. Il y avait 5 bonnes minutes qu'il roulait dans le silence à peine troublé par quelques voix imprécises s'échappant de l'autoradio, lorsque Sokan dit simplement Il n'y avait que cela à faire. « Pardon ?» demanda Simon. Il n'y avait que cela à faire. Vous pensez que l'on aurait dû insister avec Sam, n'est-ce pas? Oui, je suis certain qu'on aurait pu le piéger. Il était en position de force. Continuer à l'interroger nous aurait trop obligés à dévoiler nos cartes. Nous manquons encore d'éléments, et surtout sur le vol du cadavre. Isaac haussa les épaules. Il n'était pas convaincu, ce qui fit sourire le lieutenant. Elle n'insista pas. Il comprendrait plus tard. Il eut un nouveau silence, puis le major revint à la charge. Je crois vraiment que ce type n'est pas clair dans cette histoire. Dit-il simplement comme s'il pensait à haute voix. Possible. Répondit simplement Sokan en continuant à regarder le paysage par la vitre. Enfin, que voulez-vous que ce soit? Il avait le mobile, une vengeance et les moyens. Il doit avoir une force impressionnante. Oui. Mais a-t-il eu l'opportunité? Questionna le lieutenant. Que voulez-vous dire? Solange se frotta le menton. D'accord. Mettons que Ménestrel a tué sa femme. Avec ou sans préméditation. Peu importe pour le moment. Il va chez elle. Une dispute éclate. Il la frappe. Il la laisse morte là où nous l'avons trouvée. C'est possible, non? Oui. Mais alors, pourquoi voler le cadavre? Eh bien, pour faire accuser Giraud en le laissant près de chez lui. Cela n'a pas de sens. Nous avons déjà trouvé le cadavre. Il le sait puisqu'il a volé à la morgue. Ce n'est donc pas en allant le déposer devant chez l'amant de sa femme qu'il va faire accuser ce dernier du meurtre. Simon parut un peu décontenancé par cette construction. Il ne voulut cependant pas se montrer battu et chercha à justifier les choses coûte que coûte. Peut-être voulait-il juste le faire accuser du vol du corps. Peut-être. Mais encore une fois, dans quel but? Si nous soupçonnons Giraud du vol, nous allons chercher à comprendre ses motivations et on se rendra vite compte qu'il n'en a pas. Isaac balbutia quelque chose d'incompréhensible. Il aurait bien voulu rebondir, contredire la belle Solange, mais il était clairement à court d'arguments. Allait-il renoncer pour autant? Ah, certes non. Pourtant, tout à l'heure, vous avez convenu qu'il fallait vérifier. Oui, je voulais vérifier si Ménestrel aurait eu un intérêt à agir ainsi. Ses réponses m'ont convaincu que non. Des réponses? S'étouffa Simon. Mais il n'a donné aucune réponse. Il s'est énervé et nous a chassés. Justement, s'il avait eu quelque chose à voir là-dedans, il aurait eu des réponses toutes faites. Il aurait cherché à justifier le vol de cadavre par Giraud.
La voiture s'arrêta sur le parking devant le commissariat. Isaac coupa le moteur et se cala au fond de son siège. Il demeura songeur avant de conclure. Alors là, je ne sais plus. Cependant, Reprit Solange. je l'ai quand même trouvé étonnamment nerveux par moment. Soit c'est son caractère, soit Soit, il y a un truc qu'il ne nous dit pas. Mais ça ne fait pas de lui un coupable. bien. On fait quoi maintenant? On va prendre un café et faire le point. Répondit Sokan en ouvrant la portière de la voiture. Contrairement à la veille, le temps était dégueulasse. Pas étonnant pour un mois de février, surtout dans la région. Cela ne consolait guère le conducteur qui plissait les yeux pour tenter de distinguer un peu de la route entre les flocons de neige. Son collègue assis à sa droite n'en menait pas large. Il trouvait que la voiture roulait trop vite. Petite glissade et une reprise de trajectoire in extremis parurent lui donner raison. « Putain !» lâcha-t-il. « Fais gaffe, j'ai pas envie de me retrouver à l'arrière de la voiture !» Pour que cette remarque, qui se voulait pleinement humoristique, prenne pleinement son sens, il faut savoir que nos deux protagonistes étaient des ambulanciers en charge du transport du corps d'Alice Ménestrel de l'antre de Fred jusqu'à la morgue municipale. Le médecin légiste avait terminé son rapport. Il n'avait rien pu établir de plus et avait donné son accord pour que le juge autorise l'inhumation du corps. Bien qu'il semblait régner dans la famille une certaine tension, le mari ayant refusé de prendre en charge les obsèques et les parents étant loin et injoignables, il avait été décidé de transférer la malheureuse. Ces préoccupations légales n'intéressaient pas le moins du monde notre chauffeur qui, à cet instant précis, n'avait qu'une question en tête. Où est cette putain de route ? Visiblement, il ne trouva pas la réponse. Il crut voir quelque chose arriver en face de lui et il appuya nerveusement sur les freins. Mauvaise idée lorsqu'on roule un peu vite sur une surface potentiellement gelée. Le crissement des pneus lui rappelèrent cette dure réalité. Le véhicule chassa de l'arrière et malgré quelques coups de volant trop anarchiques pour être efficaces, la voiture partit en tête à queue. Le collègue assis à la place du mort hurla et le chauffeur perdit totalement le contrôle du véhicule qui fait plusieurs tours sur elle-même comme une toupie avant de percuter sur l'arrière droit un sapin qui avait eu la mauvaise idée de se trouver sur le bord de la route. Le conifère mit fin à la danse du corbillard et le silence revint à peine troublé par le bruit du vent. Il entendit d'abord le croassement d'un corbeau, puis une voix douce qui lui demandait comment il allait. Il sentit enfin une main sur son épaule qui le secouait doucement. Le chauffeur ouvrit les yeux. La première chose qu'il vit, c'est le visage d'Ange qui se penchait sur lui, un visage inquiet. « Ne bougez pas !» dit la jeune femme. « Nous avons prévenu les secours. » Un gémissement à sa droite lui rappela qu'il n'était pas seul dans la voiture au moment de l'accident. Il tourna difficilement la tête. Son collègue paraissait tout aussi sonné que lui. Il saignait un peu de la tempe, mais rien de grave a priori. Il vit qu'un jeune homme penché sur lui s'assurait que tout allait bien. Rassuré, il revint sur son âge. C'était une femme blonde aux cheveux courts. Elle le dévisageait avec inquiétude et il chercha à la rassurer en souriant. Mais il fut pris d'une quinte de tout. « Détendez-vous, » dit la jeune femme. « Les secours arrivent. » Il lui prit la main et la serra. Elle paraissait de plus en plus inquiète. « Comment vous appelez-vous » demanda le chauffeur. « Céline. Et vous ?»« Paul. Je m'appelle Paul. »« Tout va bien se passer, Paul. Ne vous en faites pas. » Il entendit le bruit d'une sirène d'ambulance juste avant qu'un mal de tête ne vienne lui lacérer le crâne. Il sentit que tout devenait brume autour de lui. Quand il reprit connaissance, Céline avait disparu et un médecin s'était penché sur lui. « Cela va, monsieur ?» Il était déçu, mais se força à répondre affirmativement. « Parfait. Il n'y a rien de grave. Vous êtes dans l'ambulance et l'on va partir pour l'hôpital. »« Et mon collègue ?»« Pas de souci. Tout va bien également. » Paul ne savait pas s'il pouvait faire confiance au médecin, car la douleur qui lui déchirait encore le crâne semblait contredire les positions optimistes de ce dernier. De nouveau, il eut la brume, et de nouveau,
il perdit connaissance. Lorsque Paul ouvrit de nouveau les yeux, l'ambiance avait changé. Étant du métier, il reconnut immédiatement les lieux, une chambre d'hôpital. Plus de Céline, plus de médecins et un étrange ronronnement qu'il mit quelques instants à reconnaître. Un ronflement. Il attrapa la poignée au-dessus de lui afin de pouvoir se redresser. Une douleur lui lacéra le dos, mais une fois assis, il put identifier l'auteur du bruit. Un jeune homme était assoupé sur une chaise dans un coin de la chambre. À voir sa tenue, il ne faisait pas partie du personnel médical, et il n'était pas non plus de la famille de Paul. Ce dernier se racla la gorge pour réveiller son étrange gardien, qui finit par ouvrir les yeux doucement. « Bonjour !» dit simplement l'ambulancier. Le dormeur parut gêné d'avoir été ainsi surpris dans son sommeil. Il s'excusa maladroitement avant de se présenter. « Je suis le-major Isaac Simon. »« L'armée ?»« Non, la police. » Immédiatement, il chercha à se remémorer les circonstances de l'accident, craignant d'avoir quelque chose à se reprocher. « C'est au sujet de l'accident ?» demanda-t-il inquiet. « Oui. » répondit Isaac en se levant et en sortant son téléphone portable de sa poche. « Excusez-moi. » Il quitta la chambre pour donner un coup de fil. D'où il se trouvait, Paul entendit quelques bribes de phrases sans parvenir à en décoder le sens. Quand le major revint, il avait le visage fermé et l'ambulancier, là d'attendre, le questionna immédiatement. « Que puis-je faire pour vous, major ?» Je viens de prévenir le lieutenant Sokan, mon supérieur. Elle sera là dans quelques minutes. C'est elle qui vous interrogera. « Mais vous êtes là depuis longtemps ?»« Depuis votre arrivée, il y a 2 heures environ. »« Mais qu'est-ce qui me vaut une telle attention ?» Et Simon parut contrarié par ces dernières questions et répondit qu'il préférait le lieutenant exposer les choses. L'attente ne fut pas longue. 3 ou 4 minutes maximum et on frappa à la porte. Sans attendre d'être invité, Solange ouvrit cette dernière et entra dans la chambre comme en terrain conquis. Elle salua Paul, se présenta d'une phrase, attrapa la chaise sur laquelle Isaac avait eu un sommeil réparateur, la tira à côté du lit, y prit place et entra directement dans le vif du sujet. J'ai besoin d'informations sur ce qui s'est passé entre le moment où vous avez pris en charge le corps de Madame Ménestrel et l'accident. Ce qui s'est passé ? Rien. On a roulé. Et vous vous êtes arrêté nulle part. Surpris par la question, Paul haussa les épaules, prit quand même un instant pour réfléchir car il craignait le piège, et réaffirma qu'il ne s'était arrêté nulle part. Solange jeta un coup d'œil à Isaac. Les 2 policiers semblaient embarrassés. Dire que l'ambulancier fut rassuré par cette attitude est un euphémisme, mais il resta tout de même sans voix et se contenta d'attendre. Après un court silence, Solange posa une autre question. Pouvez-vous me dire comment s'est passé l'accident ? Paul relata les événements comme il les avait vécus et omit seulement de parler des appels à la prudence de son collègue. Quand il eut terminé, le lieutenant approuva. Cela correspond tout à fait à ce que nous a raconté votre collègue. L'ambulancier réalisa qu'il avait presque oublié son compagnon d'infortune. « Comment va-t-il » ? Il va bien. Il n'est que très légèrement blessé. « Je ne suis pas sûr alors de comprendre toutes vos questions, ni même ce qui m'a valu un ange gardien pendant mon sommeil. » Il fit un signe en direction d'Isaac qui baissa la tête un peu gêné. Le lieutenant Sokan chercha un peu ses mots. « En fait, nous enquêtons sur le meurtre de Madame Ménestrel. »« C'est la personne que nous transportions ?»« Oui. Et c'est le problème. Son cadavre a disparu. » À suivre.